Hello, hello, rebonjour chers étudiants et donc bienvenue dans les exercices de ce module sur les probabilités continues. Et on attaque tout de suite avec l'exercice 1. Donc pour la question suivante, une seule des 4 propositions est exacte. Indique la réponse exacte, aucune justification n'est demandée. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x est égal à x plus m, où m est une constante réelle, et f est une densité de probabilité sur l'intervalle 0,1 lorsque, deux points, a, m est égal à moins 1, b, m est égal à 1 demi, c, m est égal à e exposant 1 demi, ou d, m est égal à e exposant moins 1. Voilà, c'est à toi de choisir la bonne réponse, donc même si tu ne dois pas justifier, bien sûr, il ne faut pas le faire au hasard, donc fais ton petit raisonnement sur une feuille à côté pour pouvoir bien répondre. Le jour du bac, si tu as une question ainsi, c'est pareil. Il faut faire ton développement sur une petite feuille à côté et seulement donner la bonne réponse par après. On prend tout de suite la solution. Donc la solution, c'est B. Alors pourquoi est-ce B? Eh bien, on nous dit que f de x est une probabilité, une densité de probabilité. D'accord? Ce qui veut dire que sur l'intervalle 0,1, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx doit être égale à 1. Or, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, on peut l'écrire comme ceci. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x plus m dx. Pour calculer ça, je dois donc trouver la primitive de x plus m. Alors, la primitive de x, c'est x carré sur 2. La primitive de m, c'est mx. Le tout compris entre 0 et 1. Ceci va donc nous faire x au carré, quand on regarde à la valeur 1, ça fait 1 demi. Mx pour la valeur 1, ça fait plus m. Voilà. Moins la valeur de ce qui est entre crochets pour la borne du bas, c'est-à-dire 0. Donc x carré demi en 0, ben, ça fait 0. Plus mx en 0, ça fait 0 également. Donc voici ce que j'obtiens. Ce qui me fait donc, en finale, 1 demi plus m. Or, de ce qu'on a vu ici au-dessus, puisque c'est une loi de densité, ou une probabilité de densité, la fonction f de x est telle que l'intégrale qu'on vient de calculer doit être égale à 1. Ce qui veut donc dire que m plus 1 demi doit être égal à 1, ou encore, m est égal à 1 demi moins 1, ce qui fait 1 demi. Voilà. Et donc ça équivaut à la réponse B. C'est clair? Bon, mais j'espère que c'est clair, hein. En tout cas, c'était très facile, je pense. Allez, à tout de suite pour le prochain. Alors, dans cet exercice, voici ce qui se passe. Donc, tout le personnel d'un hôpital a un temps de trajet domicile-hôpital au plus égal à 1 heure. Et on suppose que la durée exacte du trajet est une variable aléatoire, uniformément répartie sur 0,1. On interroge au hasard un membre du personnel de cet hôpital. Quelle est la probabilité pour que la personne interrogée ait une durée de trajet comprise entre 15 minutes et 20 minutes? Voilà. Donc, relisez bien l'énoncé et répondez à la question après avoir découvert de quelle loi il s'agit ici. À tout de suite pour la correction. Alors, quelle est la loi utilisée? On nous dit ici qu'on a une variable aléatoire uniformément répartie sur 0,1. Donc, on va appeler bien x la variable aléatoire en question. D'accord? Cette variable aléatoire, elle suit donc une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. De sorte que on est f de x est égal à 1 sur 1 moins 0, ce qui fait 1 sur 1, ce qui fait 1 pour x appartenant à l'intervalle considéré, 0, 1, est telle que cette fonction soit 0 partout ailleurs. Voilà. Donc, si je représente cette loi de façon schématique, donc sur un petit graphique, eh bien, on voit immédiatement, effectivement, qu'entre 0 et 1,
eh bien, cette loi uniforme, elle vaut 1 partout. Et puis, en dehors de cet intervalle, que ce soit pour les valeurs négatives ici ou les valeurs positives, elle vaut 0. Donc voilà x, f de x. Et voilà donc la loi uniforme considérée. Alors, on nous demande la probabilité pour que x soit compris entre 15 minutes et 20 minutes. Alors, remarquons qu'ici, on ne soit pas bien dans l'intervalle considéré, puisque l'intervalle considéré a été défini en heures. Donc, il faut commencer par transformer ces minutes en heures. Ok? Donc, on va avoir ici que 15 minutes, mais en fait, on sait que c'est un quart d'heure, donc 0,25 heures. Et 20 minutes, c'est un tiers d'heure, donc on va ici écrire 0,33 heures. Ou si vous préférez, vous pouvez laisser un quart et un tiers, ce qui sont les valeurs exactes, c'est toujours mieux. Voilà. Et donc la probabilité pour que la personne interrogée ait une durée de trajet comprise entre 15 et 20 minutes, ben ça va être en fait la probabilité pour que x soit compris entre un quart d'heure et un tiers d'heure. D'accord? Eh bien ça, par définition, c'est l'intégrale de un quart à un tiers de la fonction considérée qui vaut 1 dans cet intervalle, puisqu'on est bien dans l'intervalle 0,1, donc de 1 dx. Alors, l'intégrale de 1, ça veut dire qu'il faut que je prenne, c'est la primitive, c'est x, qui est entre un quart et un tiers. Donc, lorsque je remplace par la borne supérieure, ça fait un tiers, moins lorsque je remplace par la borne inférieure, ça fait un quart. Un tiers moins un quart, mais écoutez, pour rester en termes de fraction, il faut que je mette tout en douzième. Donc ça fait 4 douzièmes moins 3 douzièmes, et donc la réponse sera 1 douzième. Voilà. Donc la probabilité pour que la personne interrogée ait une durée de trajet comprise entre 15 minutes et 20 minutes vaut 1 douzième. Ok? Voilà, c'était une petite application de la loi uniforme. Allez, on continue. Alors, dans ce troisième exercice, un astronome effectue des relevés du temps d'attente entre deux apparitions d'étoiles filantes. Il modélise ensuite ce temps d'attente, exprimé en minutes, par une variable aléatoire t, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. En exploitant les données obtenues, il a établi que lambda est égal à 0,2. L'astronome a prévu d'observer le ciel pendant 2 heures. Estimez le nombre moyen d'observations d'étoiles filantes lors de cette sortie. Ok? Donc là, pas besoin de chercher de quelle loi il s'agit, elle est déjà indiquée. D'accord? On connaît aussi le paramètre de la loi. Donc c'est une application directe de la définition, d'accord, de la loi exponentielle. Allez, courage, bon travail! Donc on sait que la variable aléatoire d suit une loi exponentielle de paramètres lambda, dont on connaît lambda, et on demande d'estimer un nombre moyen d'observations. Nombre moyen d'observations, moyen, ça fait penser à la moyenne, et donc à l'espérance mathématique. Or, pour une loi exponentielle, on sait que l'espérance mathématique de la variable aléatoire considérée, c'est 1 sur lambda. Donc dans ce cas-ci, ça va nous faire 1 sur 0,2, ce qui fait 5. Ok? On a donc ainsi que le temps d'attente entre l'apparition de deux étoiles filantes, c'est 5 minutes. Mais l'astronome fait une observation qui dure, fait une sortie qui dure 2 heures. Donc il fait une sortie qui dure 120 minutes. Donc en moyenne sur 120 minutes, l'astronome pourra observer 120 divisé par 5, ce qui fait 24 étoiles filantes. Ok? Donc voilà, bien utiliser les propriétés ici de la loi exponentielle. On sait que l'espérance mathématique, c'est 1 sur la variable lambda. On détermine donc le temps d'attente entre l'apparition de deux étoiles filantes, c'est 5 minutes. Puisque l'astronome fait des observations pendant 2 heures, ça fait 120 minutes. Donc en moyenne, on va avoir 120 divisé par 5, c'est-à-dire 24 étoiles filantes qui vont être vues. Voilà, voilà. C'est simple, n'est-ce pas?
Bon, je suis d'accord avec vous. Allez, on continue. Alors, allons-y pour l'exercice 4. Un restaurant fonctionne sans réservation, mais le temps d'attente pour obtenir une table est souvent un problème pour les clients. On modélise ce temps d'attente en minutes par une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif. On rappelle que l'espérance mathématique de x est égale à 1 sur lambda, ce qu'on a bien utilisé dans le problème précédent, ceci soit dit. Une étude statistique a permis d'observer que le temps moyen d'attente pour obtenir une table est de 10 minutes. Déterminer la valeur de lambda. Deuxièmement, quelle est la probabilité qu'un client attende entre 10 et 20 minutes pour obtenir une table? On arrondira à 10-4 la réponse. Enfin, 3. Un client attend depuis 10 minutes. Quelle est la probabilité qu'il doive attendre au moins 5 minutes de plus pour obtenir une table? De nouveau, on arrondira à 10-4 le résultat. Voilà, l'énoncé est clair? Ok, vous êtes prêts pour répondre? Eh bien, arrêtez la vidéo, prenez papier et crayon, résolvez-le et revenez me voir dans quelques instants pour la solution. À bientôt. Bon, eh bien, dans cet exercice, d'après l'énoncé, l'espérance mathématique de la variable x, c'est 10 minutes, donc c'est 10. Or, d'après les propriétés d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, on sait que l'espérance mathématique de la variable x, c'est 1 sur lambda. Donc le paramètre lambda cherché est tel que 1 sur lambda est égal à 10, d'accord? L'espérance mathématique est égale à 10, est égal à 1 sur lambda. Donc lambda sera égal à 1 dixième. C'est-à-dire encore 0,1, si on préfère l'écrire en décimale. Ça, c'est le petit point 1. En petit 2, que nous veut-on? Alors, en petit 2, c'est la probabilité qu'un client attende entre 10 et 20 minutes. Alors, comment écrit-on ça? Eh bien, la probabilité pour que le client attende entre 10 et 20 minutes, c'est la probabilité pour que x soit compris entre 10 et 20. D'accord? Alors, de façon très simple, on peut le faire en disant, ben ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 10 à 20 de la loi exponentielle considérée, c'est-à-dire lambda fois e exposant moins lambda x. Alors, remarquez que je calcule l'intégrale ici. On pourrait de la même façon appliquer directement les résultats qui avaient été indiqués dans les rappels. On y reviendra par après. Ce qui veut dire ici qu'on va faire l'intégrale de 10 à 20 de 0,1 fois e exposant moins 0,1 x. D'accord? Alors, la primitive d'une exponentielle, ben on sait que c'est une exponentielle. Donc on va avoir ici e exposant moins 0,1 x. Ça va? La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez redériver ce e exposant moins 0,1 x, vous allez faire apparaître l'argument fois moins 0,1. Or, ici, il n'y avait pas de moins, donc il ne faut pas oublier le moins lorsque vous faites la primitive. Donc ce sera moins e exposant moins 0,1 x pris entre 10 et 20. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous fait moins e exposant moins 0,1 fois 20, d'accord? On joue avec la borne supérieure, moins e exposant moins 0,1 fois 10, où on a remplacé x par la borne inférieure. Ce qui nous fait donc, eh bien, moins e exposant moins 0,1 fois 10, ça fait plus e exposant moins 1, et moins e exposant moins 0,1 fois 20, ça fait moins e exposant moins 2. Voilà. Ou encore, 1 sur e, moins 1 sur e carré. Et si vous faites ce calcul à la machine à calculer et arrondissez à la 4e décimale comme demandé, vous obtenez alors 0,2325. Remarquez que si vous connaissez les résultats, donc ce qu'on avait établi dans les rappels par cœur, vous saurez que pour une loi exponentielle, la probabilité pour que x soit compris entre a et b
est égal à E exposant moins lambda A moins E exposant moins lambda B. Et donc vous pouvez appliquer directement cette formule au cas qui nous occupe, c'est-à-dire probabilité pour que X soit compris entre 10 et 20, sachant que lambda était égal à 0,1, eh bien on trouve alors que cette probabilité est égale à E exposant moins 0,1 fois 10, moins E exposant moins 0,1 fois 20. Ce qui fait bien, comme on vient de le voir, E exposant moins 1, moins E exposant moins 2. C'est-à-dire de nouveau 1 sur E moins 1 sur E carré. Voilà. Donc si vous connaissez les résultats des rappels par cœur, vous pouvez les utiliser directement, bien sûr. Il n'est pas nécessaire de refaire l'intégrale ou la primitive à chaque fois. Si vous connaissez le résultat, vous pouvez le faire. Par contre, vous voyez que si vous ne connaissez pas le résultat, tout n'est pas perdu, puisque calculer une probabilité quand la loi est continue, ça revient simplement à faire une intégrale comme on a fait avant. Donc les deux possibilités sont ouvertes. Ce sera peut-être plus rapide si vous connaissez ce résultat par cœur, voilà. Mais si vous ne le connaissez pas, ne baissez pas les bras, il y a toujours moyen de revenir à l'intégrale. Voilà, voilà. Alors, regardons la question 3 alors. Un client attend depuis 10 minutes. Quelle est la probabilité qu'il doive attendre au moins 5 minutes de plus pour obtenir une table? On arrondira à 10 moins 4. Eh bien, ceci veut dire en fait que, sachant que l'utilisateur attend depuis plus de 10 minutes, quelle est la probabilité qu'il attende au moins 15 minutes? D'accord? C'est ça que veut dire cet énoncé. Qu'il attende 5 minutes de plus, ça veut dire qu'il attende au moins 15 minutes, sachant qu'il attend déjà depuis 10 minutes. Donc ceci va s'écrire très facilement de la façon suivante. Ce qu'on cherche ici, c'est la probabilité pour que la variable aléatoire x soit plus grande ou égale à 15, sachant qu'elle est déjà plus grande ou égale à 10. Ok? Donc ça veut aussi dire que c'est la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 10 plus 5, ça c'est 15, sachant qu'on est déjà au-dessus de 10. Ok? Eh bien, comme la loi exponentielle est une loi de durée de vie sans vieillissement, on peut dire que cette probabilité, finalement, c'est simplement la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 5. Ok? Et la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 5, dans une loi exponentielle, c'est égal à E exposant moins lambda 5. Moins lambda fois 5. Avec le lambda qu'on connaît qui est égal à 0,1, donc ça va être E exposant moins 0,1 fois 5, ce qui fait E exposant moins 0,5. Et donc lorsque vous calculez ceci très simplement à la machine, en arrondissant de nouveau à la quatrième décimale, vous trouvez que ça vaut 0,6065. Et voilà, donc là j'ai utilisé directement le rappel du cours qui nous disait que pour une loi exponentielle, la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à a, c'est simplement E exposant moins lambda a. D'accord? Donc la connaissance des résultats, la bonne connaissance des rappels vous permet d'aller très vite. Ok, allez, passons au suivant alors. Alors on arrive déjà à l'exercice 5. Donc dans cet exercice, on considère une variable aléatoire x qui suit une loi normale, centrée réduite, n01. On donne la valeur approchée de la probabilité suivante. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1,5, c'est 0,691. Sans la calculatrice, déterminez alors la valeur des probabilités suivantes. On veut connaître la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,5, celle pour que x soit compris entre moins 1,5 et 0, et enfin, simplement, celle pour que la probabilité soit plus petit ou égal à moins 1,5. Voilà. Donc c'est à vous de jouer. Donc rappelez-vous, sans la calculatrice, je vous aide un peu, ça veut dire qu'il faut utiliser les propriétés. Utiliser les propriétés d'une loi normale centrée réduite. Ok? Allez, c'est à vous de jouer. À bientôt. Donc résumons là.
On connaît la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1,5, ça vaut 0,691. D'accord? On peut voir ce que ça représente sur le schéma que j'ai montré là. Donc c'est une loi normale centrée réduite. Ok? Et on voit effectivement que la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1,5, c'est l'aire, d'accord, de la courbe. C'est l'aire qui est entre la courbe, l'axe des x, la verticale qui passe par 1,5, tout ça jusqu'au moins l'infini. D'accord? Donc c'est l'aire que j'ai assurée là. Donc l'aire que j'ai assurée là vaut 0,691. Voilà ce que ça veut dire. Et on nous demande de déterminer ce que vaut maintenant la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,5. D'accord? Donc on veut savoir maintenant ce que vaut l'aire entre la courbe, l'axe des x, et les deux droites verticales, celle qui passe par 0, donc c'est l'axe des y ici, et celle qui est immédiatement après, qui passe par 1,5. Eh bien, pour faire ça, on peut utiliser ici une espèce de relation de Chasles, enfin, la relation de Chasles pour la probabilité. En fait, la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,5, eh bien, ça va être la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1,5. D'accord? Donc, c'est toute l'aire assurée qui est représentée sur la figure, moins finalement la probabilité pour que x soit plus petit que 0. D'accord? Donc la probabilité pour que l'aire ici, qui est entre 0 et 1,5, puisse être déterminée, c'est simplement l'aire qu'il y a en dessous d'1,5 moins l'aire qu'il y a en dessous de 0. Hein? La soustraction de ces deux aires nous donne le petit rectangle. Et donc là, ben, pour finir maintenant, c'est assez simple. D'accord? On aura que la probabilité pour que x soit plus petit que 1,5, on nous l'a donné ici plus haut, c'est 0,691. La probabilité pour que x soit plus petit que 0, c'est facile, donc c'est la partie gauche, hein, c'est ce qu'il y a sur la courbe en dessous de x égale 0. Ben, puisque la courbe de la loi normale centrée réduite admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie, d'accord? Et sachant que l'aire totale est égale à 1, bien là on aura que la moitié de gauche à une aire est égale à 0,5. Donc je vais avoir 0,691 moins 0,5, ce qui fait 0,191. Et voilà la réponse à la première question. D'accord? Voilà, voilà. Alors, qu'a-t-on de plus? Dans la deuxième sous-question, on veut déterminer la probabilité pour que x soit compris entre moins 1,5 et 0. Cette fois-ci, on veut calculer l'aire qu'il y a entre la courbe, l'axe des x, et les deux droites verticales x égale moins 1,5 et x égale 0. Donc à la question A, on a calculé l'aire qu'il y a ici. Dans ce cas-ci, on veut calculer l'aire qu'il y a là. Ok? Mais l'aire qu'il y a là, pour raison de symétrie de la courbe par rapport à l'axe y, est exactement la même que l'aire qu'il y a ici. C'est-à-dire que la probabilité pour que x soit compris entre moins 1,5 et 0, c'est exactement la même chose que la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,5. Et donc, sans faire de calcul supplémentaire, on peut déterminer que cette probabilité soit égale à 0,191. Ok? Donc là, c'est purement les propriétés de l'ordre exponentielle, et en particulier les propriétés d'une fonction paire. Ok? Alors, en petit c, on nous demande finalement la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus petite que moins 1,5. Donc cette fois-ci, ce qu'on nous demande, si on regarde bien le schéma de nouveau, c'est la probabilité qui est maintenant que je vais assurer en ligne horizontale. On nous demande ceci. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 1,5, c'est ça. Eh bien, que voit-on? On voit que la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1,5, ça peut se calculer de diverses façons. Alors, comment est-ce que je peux faire ça?
Alors, une façon simple de le faire, c'est de se dire, la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1,5, c'est l'air qui est là, d'accord? Cet air qui est là, ce n'est rien d'autre que l'air qui est ici, comprise entre la courbe et l'axe des x en dessous de 0, moins le petit rectangle qu'on vient de calculer. Donc, autrement dit, l'air considéré, c'est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0, moins la probabilité pour que x soit compris entre moins 1,5 et 0. Alors, la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0, on le sait, c'est 1,5, d'accord, puisque c'est 1,5 de l'air total. Ça fait 0,5. Et la probabilité qu'on vient de calculer, qu'elle soit comprise, que x soit compris entre moins 1,5 et 0, c'est 0,191. Et donc la soustraction des deux nous donne simplement, arrondi à la troisième décimale, que ceci vaut 0,309. Ok? Voilà, donc j'ai utilisé rien de très particulier ici, si ce n'est de bien comprendre la représentation graphique de la fonction et d'une fonction paire en général, d'une fonction paire dont l'intégrale sur tous les x est égale à 1. Voilà. Allez, passons au suivant alors. Courage, si vous avez besoin de vous reposer un petit peu, reposez-vous, ou allez boire un verre, et puis revenez me voir pour la suite. Alors, voyons cet exercice. Quel est l'énoncé? La société Bonne Mamie utilise une machine pour remplir à la chaîne des pots de confiture. On note x, la variable aléatoire qui à chaque pot de confiture, produit, associe la masse de confiture qu'il contient, exprimée en grammes. Dans le cas où la machine est correctement réglée, on admet que x suit une loi normale, de moyenne mu est égal à 125, et d'écart type sigma est égal à 2. On estime qu'un pot de confiture est conforme lorsque la masse de confiture qu'il contient est comprise entre 120 et 130 grammes. On choisit au hasard un pot parmi ceux qui ont une masse de confiture inférieure à 130 grammes. Quelle est la probabilité pour que ce pot ne soit pas conforme? On donnera le résultat arrondi à 10-4. Voilà. Alors, ici, pour vous indiquer un tout petit peu le chemin, remarquez que c'est des conditions, probabilité conditionnelle sur des lois continues. Bon, ça se traite de la même façon que des probabilités conditionnelles comme on a vu précédemment. Simplement, il faut appliquer les lois en plus, les lois de probabilité continue. Ok? Allez, arrêtez la vidéo, papier, crayon, et c'est parti. Go! Go, go! Bon, voyons la solution de cet exercice. Donc, on a une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètre 125,2, d'accord? Donc 125 pour la moyenne et 2 pour l'écart type. Et on nous dit qu'un pot de confiture est conforme si cette variable aléatoire est comprise entre 120 et 130. Et ce qu'on nous demande, c'est finalement, quelle est la probabilité pour qu'un pot soit non conforme, sachant que l'on prend ce pot dans toute la série de pots qui, normalement, a une masse inférieure à 130 grammes. Donc la question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir un pot non conforme lorsqu'on les choisit en dessous de 130. Alors, le pot est conforme si on prend, s'il a une masse entre 120 et 130. Donc un pot non conforme aura une masse, donc la variable aléatoire x, qui sera plus petite ou égale à 120. Sachant que l'on a pris cela dans l'ensemble des pots qui ont une masse, et donc pour lesquels la variable aléatoire x est plus petit ou égal à 130. Donc, par application de la loi de probabilité conditionnelle, cette probabilité est égale à la probabilité P pour que x soit plus petit ou égal à 120 et la probabilité P pour que x soit plus petit ou égal à 130 divisé par la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 130. Mais si je regarde le numérateur, le et là, ça veut dire que je regarde l'intersection. Pour que je sois à la fois plus petit ou égal à 120 et plus petit ou égal à 130, en final, ça veut simplement dire que la probabilité doit être telle que x
doit être plus petit ou égal à 120. Donc c'est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 120, divisé par la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 130. Voilà. Et donc, si vous travaillez maintenant avec votre machine à calculer sur une loi normale qui a la paramètre indiqué ci-dessus, alors vérifiez que la loi normale que demande votre machine à calculer, c'est bien la moyenne et l'écart type. Parce que si ce qu'elle veut, c'est la moyenne et la variance, il ne faut pas oublier de mettre ici, d'accord, sigma égale 2, donc la variance, ce sera 2 au carré. Donc vérifiez bien ce que votre machine demande. Il faudra mettre 2 ou 2 au carré, suivant ce que demande la machine. Ok? Et donc, si vous faites le petit calcul et que vous arrondissez à la quatrième décimale, vous obtenez 0,0062. Voilà. Ça va? J'espère que c'est clair. Et si ça l'est, ben écoutez, je vous attends immédiatement pour le prochain. À tout de suite. Alors, attaquons l'exercice 7 maintenant. Donc, on considère ici une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètre 3 et de variance sigma carré. Déterminez une valeur de sigma arrondie au millième près afin que la variable aléatoire x vérifie les probabilités suivantes. Premièrement, petit a. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2 est égale à 0,4. Et petit b, deuxième cas, la probabilité pour que la valeur absolue de x moins 3 soit plus petit ou égal à 1 est égale à 0,45. Voilà. Ok? Alors, petit conseil, il est très compliqué de déterminer sigma dans les conditions ici, où on a une loi normale générale. Donc la méthode traditionnelle pour y arriver, c'est de se ramener à une loi normale centrée réduite, en faisant un petit changement de variable. Et puis grâce à ce changement de variable, et en utilisant la calculatrice, on peut remonter aux paramètres qui sont demandés. Ok? Avec un petit système d'équations, ou en tout cas une équation qui permet de trouver l'inconnu. On a déjà fait ça dans les méthodes, rappelez-vous. Et retournez y voir si vous ne savez plus. Voilà, à tout de suite pour la correction. Arrêtez la vidéo, papier crayon, c'est parti. Voilà résumé la demande pour le petit a. Donc, x satisfait une loi normale générale de paramètre 3 sigma carré. Et on sait que la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2, c'est 0,4. D'accord? Eh bien, on va se ramener à la loi normale centrée réduite. Donc, on va passer à une variable aléatoire z, qui est égale à la variable aléatoire normale générale x, moins sa moyenne, divisé par sigma. Cette nouvelle variable aléatoire z sera donc telle que elle est égale à x moins mu qui vaut 3, divisé par sigma. Dès lors, la condition qui s'écrivait x plus petit ou égal à 2, sur la variable aléatoire z, ça va nous donner, d'accord? Donc, si x est plus petit ou égal à 2, on va donc avoir ici que x moins 3 va être plus petit ou égal à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, et x moins 3 sur sigma va être plus petit ou égal à moins 1 sur sigma, de sorte que la probabilité ici va s'exprimer pour z sous la forme la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à moins 1 sur sigma, c'est égal à 0,4. Voilà. Alors cette partie-ci, maintenant, vous pouvez la faire directement à la machine à calculer, en utilisant le fait que vous avez une loi normale centrée réduite dont vous connaissez la probabilité et vous devez déterminer le sigma au départ. Eh bien, en utilisant la calculatrice, vous trouvez que moins 1 sur sigma sera égal à moins 0,2533. Et donc, le sigma sera égal à l'inverse de ça, ce qui, en arrondissant à la deuxième décimale, va nous donner 3,95. Alors, dans le petit b, on veut déterminer la probabilité pour que la valeur absolue de x moins 3 soit plus petit ou égal à 1 est égale à 0,45.
Alors, comme précédemment, on va utiliser le fait qu'on peut calculer tout sur une loi normale centrée réduite grâce à la calculatrice. Et donc, on va passer au changement de variable. Z est égal à x moins 3 sur sigma. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, la valeur absolue de x moins 3 plus petit ou égal à 1 va pouvoir se réécrire de la façon suivante. Donc, si la valeur absolue de x moins 3 est plus petite ou égale à 1, ça veut encore dire que x moins 3 lui-même, pardon, c'est un grand x, c'est la variable aléatoire, x moins 3 lui-même va être compris entre moins 1 et 1. Ce qui va encore dire, en divisant tout par sigma, que x moins 3 sur sigma, qui est par définition une valeur positive, donc ça ne change pas le sens des inégalités, va être comprise entre moins 1 sur sigma et 1 sur sigma. Ok? Et donc, cette probabilité se ramène à la probabilité pour que z soit compris entre moins 1 sur sigma et 1 sur sigma, qui est égal à 0,45. Ok? Alors, cette probabilité peut toujours s'écrire comme la probabilité pour que, d'une part, z soit compris entre moins 1 sur sigma et 0, plus la probabilité pour que z soit compris entre 0 et 1 sur sigma. D'accord? C'est la loi de Charles des probabilités. On a ici une intégrale, qui, si vous voulez, qui va de moins 1 sur sigma à 0, et là on a une autre intégrale qui va de 0 à 1 sur sigma. Et donc l'intégrale totale, elle va bien de moins 1 sur sigma à 1 sur sigma, ce qui fait 0,45. Ok. Alors, par contre, on sait aussi que cette loi normale, je ne vous l'ai pas représentée ici, mais elle est symétrique. C'est-à-dire que la probabilité pour que je sois entre 0 et moins 1 sur sigma, ou que z soit compris entre 0 et 1 sur sigma, c'est la même chose. Donc ça revient à dire que 2 fois la probabilité pour que z soit compris entre 0 et 1 sur sigma est égale à 0,45, ou encore que la probabilité elle-même soit égale à 0,45 divisé par 2, ce qui fait 0,225. D'accord? Or, cette probabilité pour que z soit compris entre 0 et sigma, qui est la zone assurée que je vous ai mis là, ce n'est rien d'autre que la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à 1 sur sigma, moins la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à 0. D'accord? La probabilité qui est assurée là, c'est la probabilité pour qu'on ait l'air qui est ici en dessous, par là, moins la probabilité, d'accord, ici, pour qu'on soit en dessous de 0. Et donc, cette probabilité est égale à 0,225, ce qui veut encore dire que la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à 1 sur sigma, c'est eh bien 0,225 plus la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à 0, qui vaut 0,5. D'accord? C'est la moitié. C'est la moitié de l'air qui est entre la courbe et l'axe des x. Donc ça va nous faire 0,725. Et si vous regardez maintenant à la machine ici, d'accord? Quelle est la probabilité pour que z est égal, plus petit ou égal à 1 sur sigma est égal à 0,725? Donc c'est-à-dire, on doit maintenant déterminer, en utilisant la fonction inverse là, on doit déterminer ce que vaut 1 sur sigma, sachant que l'air total est 0,725, eh bien on trouve que 1 sur sigma vaut, à la quatrième décimale dans ce cas-ci, pour être suffisamment précis, 0,5978, ce qui veut encore dire que sigma lui-même va être égal à l'inverse de là, ce qui, à la troisième décimale, nous donne 1,673. Voilà. Donc voilà ce que vaut sigma dans ce cas-là. Donc vous avez vu, dans les deux cas, il faut se ramener à une loi normale centrée réduite pour arriver à une expression de ce type, que ce soit celle-là ou celle d'avant, c'est pareil, pour que à la fin,
grâce à l'aire que l'on connaît, on puisse déterminer à quelle borne ça correspond, sur sigma ici, d'accord, par usage de la calculatrice. Voilà, donc on fait un calcul en arrière. On connaît la probabilité et on essaye de déterminer la borne à laquelle ça correspond. Ok? Voilà, voilà. Bon, ben ça en est terminé de cet exercice. Alors il nous en reste un petit et puis nous aurons tout fini. Allez, à tout de suite. Alors, dans ce 8e exercice, une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres. Les rondelles sont commercialisées par lot de 1000 et on prélève au hasard un lot de 1000 dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1000 rondelles. On considère la variable aléatoire x qui, à tout prélèvement de 1000 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 1000 rondelles. On admet que la variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n égale 1000 et p est égal à 0,02. Et on nous demande de déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire, de justifier qu'on peut faire l'approximation suivante, c'est-à-dire que la probabilité pour que x soit entre 0 et 15, c'est la probabilité à peu près pour que z soit compris entre moins 4,518 et moins 1,129, où z qui est là suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Et enfin, on nous demande alors, grâce à ça, de calculer la probabilité qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot des 1000 rondelles. Voilà, voilà. Donc c'est un exercice type où on doit montrer qu'on peut passer d'une loi binomiale, où il y a suffisamment de répétitions et où la probabilité de succès est suffisamment grande, pour qu'on puisse l'approximer ou l'approcher par une loi normale. D'accord? Et donc après, on applique le théorème de Laplace-Moivre qui nous permet d'exprimer cette loi normale. Et on peut calculer avec elle, grâce à la machine de nouveau. Voilà, voilà. Allez, bon travail. Arrêtez la vidéo, papier, crayon. C'est parti. On se voit tout de suite après pour la correction. Zou. Donc dans cet exercice où on nous dit que la variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres 1000 et 0,02, alors c'est justifié, puisque dans une loi binomiale, on doit faire des tirages indépendants les uns des autres avec une certaine probabilité de succès. Donc ici, on fait 1000 tirages avec remise. Donc à partir du moment où on remet, c'est bien indépendant d'une étape à l'autre. Et puis la probabilité de succès, c'est 0,02, qui est finalement la probabilité de tirer une rondelle qui est non conforme. Ok? Donc c'est vraisemblable, effectivement, qu'il s'agit d'une loi binomiale. Donc sachant ça, eh bien l'espérance mathématique d'une loi binomiale, l'espérance mathématique de la variable x, ce sera simplement n fois p, où n c'est le nombre de répétitions et p la probabilité de succès. Donc ça fait 1000 fois 0,02 et 1000 fois 0,02, ça fait 20. Ok? Quant à la variance, bien la variance elle-même pour une loi binomiale, la variance c'est n fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire que ça va être 1000 fois 0,02 fois 0,98, donc ça fait 20 fois 0,98, ce qui fait 19,6, d'accord? Et donc, de ce fait, l'écart type, qui se définit comme la racine carrée de la variance, sera égal à la racine carrée de 19,6, ce qui fait 4,427. Et voilà, avec ça, on a répondu à la première question. D'accord? On a bien répondu à déterminer l'espérance, la variance et l'écart type. Après, il faut justifier de cette approximation. Alors, comment fait-on ça? Alors, des petits calculs qu'on a fait au-dessus, on peut vérifier trois choses. Tout d'abord, on sait que n est égal à 1000. 1000, c'est plus grand ou égal à 30. On sait que np, on l'a calculé ici dessus, c'est 20. 20, c'est bien plus grand ou égal à combien? À 5. Et puis, on a n fois 1 moins p, qui sera égal cette fois-ci à 1000
fois 0,98, ce qui fait 980, qui est aussi plus grand ou égal à 5. D'accord? Eh bien, dans ces conditions où les nombres indiqués sont suffisamment grands, tels qu'ils le sont là, d'accord, on peut approximer la loi binomiale par une loi normale, ça c'est affirmé par le théorème de Laplace-Moivre, de sorte que, de la variable x qui décrit la loi binomiale, on puisse passer à la loi normale par changement de variable tel que x est envoyé sur z, qui est égal à x moins np sur la racine carrée de np fois 1 moins p. Et donc, la condition x compris entre 0 et 15 devient bien x moins p sur racine de np fois 1 moins p, qui va être compris entre, alors, entre d'une part 0, np, c'était l'espérance mathématique, ça vaut 20, divisé par la racine de np fois 1 moins p, ben c'était l'écart type qui vaut 4,427. Et de l'autre côté, on va avoir 15 moins 20 divisé de nouveau par 4,427. Et donc on a bien que la variable aléatoire x comprise entre 0 et 15 va pouvoir être transformée en une variable aléatoire z comprise entre 0 moins 20 divisé par 4,427, que vous calculez à la machine et vous trouvez moins 4,518, d'accord? Et 15 moins 20 divisé par 4,427 qui vaut moins 1,129. On a donc bien que la probabilité pour que la variable aléatoire x, qui suivait la loi binomiale, comprise entre 0 et 15, devient équivalente à la loi de probabilité pour une variable aléatoire z qui satisfait la loi normale centrée et réduite. C'est une loi normale centrée et réduite, vu la définition qu'on a donnée ici. D'accord? X moins l'espérance mathématique divisé par la variance, c'est une nouvelle variable, d'accord, qui est centrée réduite, comprise entre moins 4,518 et moins 1,129. Voilà pour la question 2A. Alors, finissons avec la question 2B. Alors, dans cette question 2B, on veut calculer la probabilité qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot des 1000 rondelles. Donc on veut déterminer la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 15. Mais cette probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 15, comme x ne peut pas être plus petit que 0 dans ce cas-ci, ce sera donc égal à la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 15. Et ça, comme on vient de le montrer, c'est, de façon approchée, égal à la probabilité pour que la variable aléatoire z qui satisfait à la loi normale centrée réduite soit compris entre moins 4,518 et moins 1,129. Or, cette probabilité, eh bien, elle est égale simplement à la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à moins 1,129, moins la probabilité pour que z soit plus petit que moins 4,518. Boum. Voilà. Comme on a ici que c'est une probabilité continue, qui est en fait une loi normale centrée réduite, eh bien on peut calculer ça directement avec la machine à calculer. D'accord? Et donc on va avoir ici 0,1293 moins 0. Ce qui fait, au final, 0,129. Quand j'arrondis à la troisième décimale. Voilà. Donc ce sera la probabilité demandée pour qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot des 1000 rondelles.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ceci termine les exercices de ce module, et donc ce module dans son entièreté. Voilà. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi, ça m'a bien plu de vous expliquer tout ça et de parcourir la théorie, le quiz, les exercices de méthode et puis les vrais exercices avec vous. Et je vous attends donc avec impatience dans le prochain module. Au revoir.